C'est l'instant passion. Fnac. Hey, salutations! Aujourd'hui on parle d'Overwatch. Ce comics fait partie des nombreux comics qui ont été écrits dans le but de développer le lore, la mythologie de l'univers du jeu massivement multijoueur de Blizzard. Des années après la dissolution d'Overwatch, un groupe de héros luttant pour la paix, le monde est à nouveau fragilisé par l'injustice et par des puissances qui ne servent que leur intérêt. Plusieurs décennies après la crise des Omniums, les Omniacs, des robots intelligents doués de conscience, continuent de lutter pour l'égalité et la fin des discriminations. C'est dans ces contextes que l'ancienne héroïne, Tracer, se lie d'amitié avec une Omniac fan de rock anglais. Et c'est comme ça qu'elle va découvrir que les Omniacs vivent vraiment dans des conditions de vie très difficiles et font face à énormément d'injustices et de discrimination. Elle décide donc de reprendre du service afin d'empêcher des êtres malveillants d'attiser la haine entre les humains et les Omniacs. Cette histoire se concentre sur le personnage mascotte de la licence, Tracer, de son vrai nom Lena Hoxton. On revient sur ses origines ainsi que sur le contexte des événements narrés dans le jeu. Le récit est super rythmé et aborde des thèmes très intéressants qui témoignent de la richesse de l'univers d'Overwatch. Donc si tu es fan du jeu, il n'y a pas raison pour toi de bouder cette BD. Ouais. Fnac. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse review de Spider-Man No Way Home que j'ai été voir à la première séance du matin. Parce que moi je suis pas assez connu, je suis pas assez prestige pour être invité aux avant-premières. Non je déconne, j'en ai rien à foutre en vrai, c'était pour rigoler. De toute façon je serais pas allé, c'est à Paris, j'ai autre chose à foutre. Bref, donc j'ai été voir le film, donc je vais faire ma petite review, j'ai fait une petite review des deux derniers je crois. Il me semble, en tout cas, Far From Home, j'avais fait une review, c'est sûr, et j'avais parlé des trailers et tout, donc je vais, faire ma petite review, mon petit menu popcorn, à l'ancienne, même si ce nom ne veut plus rien dire, mais petite review de Spider-Man No Way Home. Voilà, alors dans un premier temps, je vais essayer de pas spoiler, donner un avis général, puis après, à un certain moment, je vais spoiler comme un bâtard et on va se lâcher, parce qu'il y a des trucs à dire, voilà, ça risque d'être un peu long, je préfère te prévenir. Oui. Bon alors déjà dans la partie non spoil, tout ce que je peux dire c'est que j'ai vraiment aimé ce film, j'ai aimé ce film. Tu sens qu'en fait la Marvel et Sony, ils se sont dit, allez, viens on se lâche un peu, on fait des trucs, et puis tant pis tu vois, vas-y viens on fait plaisir aux gens. Les gens ils veulent ça, vas-y viens on leur donne un peu ce qu'ils veulent. Mais alors, quand je dis ça, il y a du fanservice certes, mais dans le bon sens, comme dans le mauvais. En fait, j'ai l'impression qu'avec ce film, qui est celui que je préfère dans la trilogie de Tom Holland, on va l'appeler comme ça, du MCU, parce qu'en fait, il corrige un peu tout ce que je reprochais aux deux d'avant. J'en reparlerai un peu plus dans la partie spoiler, mais disons qu'on a l'impression qu'ils ont remarqué ce qui allait pas dans les deux premiers Spider-Man qu'ils ont fait avec Tom Holland, et ils se sont dit, ouais, en fait, peut-être qu'on s'est un peu trompé de route. Peut-être que d'essayer d'en faire un espèce de mini Iron Man Junior, c'était peut-être pas la bonne idée, c'était peut-être pas la bonne solution, peut-être qu'on s'est un peu trop éloigné du personnage. Du coup, plus que de parler de Spider-Man, on parle plutôt de Peter Parker. Et le film parle plus de Peter Parker, même si Peter Parker et Spider-Man, évidemment, sont intimement liés. Mais il y a plus le rapport Peter Parker. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est, en fait, il y a un gros truc qui manquait dans les Spider-Man du MCU, même si c'était génial de voir Spider-Man à côté d'Iron Man, de le voir dans les Avengers et tout, c'était un kiff, attention, hein. Mais il manquait un gros truc au personnage de Peter Parker, c'était le côté un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, qui est quand même la base du personnage de Peter Parker. Peter Parker, ça doit être un galérien qui fait des choix difficiles, mais qui fait toujours le choix le plus altruiste. Voilà, Spider-Man, c'est le mec qui est appelé, qui a une vocation. Sa vocation, c'est d'être Spider-Man. Et il comprend ce que ça implique d'être Spider-Man, et il est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour protéger les gens qu'il aime, pour protéger son entourage, pour protéger son identité, et surtout pour continuer à pouvoir être Spider-Man, continuer à servir le voisinage. Voilà, Spider-Man, Friendly Neighborhood, tout ça.
Et dans ce film-là, on revient un peu à ça. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est le premier Spider-Man du MCU où j'ai l'impression de voir un film Spider-Man. Parce que les deux autres d'avant, je suis désolé, on va dire, oh, t'exagères, j'avais l'impression de voir un Iron Man Junior. Peter Parker qui est pété de thunes. Enfin, il est pas pété de thunes, mais vas-y, on va le chercher en jet privé. Il a des nouvelles armures, de la méga technologie. Il a trop tout facilement, ce Peter Parker. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à m'accrocher à ce Peter Parker. Que l'acteur est sympathique, y a pas de souci. Mais le gars, en fait, il est... T'as l'impression que c'est un mec qui a gagné au loto, tu vois. Le gars, il a pas mérité tout ce qu'il a, en fait. Il a pas souffert. Alors que Peter Parker, c'est ça. C'est un espèce de martyr de la justice, tu vois. Le gars devient super-héros, mais c'est dur, quoi. À chaque moment, il a envie de lâcher. Non, vas-y, je raccroche les gants, j'arrête d'être Spider-Man. Là, non. Le gars, il est content d'être Spider-Man. Il est là, ouais, cool, je côtoie les Avengers, je traîne avec Tony Stark, j'ai plein de technologies, tranquille, bang, bang. Il manquait un truc à ce Peter Parker. Et là, dans ce film, t'as l'impression qu'ils se sont dit, ouais, c'est vrai que, vas-y, on va faire du vrai Peter Parker, on va faire du vrai Spider-Man. Alors évidemment, il y a tous les avantages, tous les délires possibles avec le MCU, puisque le MCU est un univers très étendu. Il y a des choses qui n'auraient pas été possibles avec les deux anciennes sagas Spider-Man, parce que c'était un peu plus ancré dans le réel, même si c'était un peu cartoonesque parfois, mais c'était plus ancré dans le réel. Là, c'est pas grave, tu peux, vas-y, Spider-Man il fait de la magie, Spider-Man il fait des trucs, Spider-Man il affronte des extraterrestres, tu peux faire plein de trucs en fait. Et ils ont réussi à, en même temps, intégrer toute cette immensité du MCU et réussir à remettre Peter Parker des origines, si tu veux, dans le délire du personnage, j'entends, dans le concept de Peter Parker des origines, au milieu de tout ça. Et de le rendre crédible, et de le rendre palpable, de le rendre un peu plus réaliste. En tout cas vraisemblable. Parce que avant, c'était vraiment juste le petit gars, t'es recruté, vas-y, t'es un héros maintenant. Là, on sent vraiment une véritable vocation. Mais en même temps, c'était logique que t'avais pas ça dans le début du MCU, parce que sinon, ils étaient obligés de faire une redite. Parce qu'on n'a pas eu le passage Oncle Ben. On sait même pas s'il existe ce bâtard d'Oncle Ben dans le MCU. Bon, on l'a vu vite fait, elle a été évoquée dans un épisode de What If, mais on sait même pas s'il n'y a pas eu le moment. On l'a pas vu devenir Spider-Man en réalité. Quand on a rencontré Tom Holland, le personnage de Tom Holland, Peter Parker du coup, ouais, c'était déjà Spider-Man. Du coup, on n'a pas cette attache-là, on sent pas que le gars... Ils sont partis du principe que vas-y, on connaît le personnage, on va pas s'attarder sur ses origines. Mais du coup, ce choix était logique dans un sens pour pas faire redite, mais en même temps, c'était un gros manque à gagner, en mode, vas-y, le personnage il est là, il est sympa, mais on sent pas les couilles, on n'est pas attaché à ce personnage. En tout cas, moi personnellement, Spider-Man, je l'ai jamais senti, et je l'ai toujours dit. Je dis, ce Spider-Man-là, franchement, je le trouve un peu léger par rapport aux deux autres. Et là, il répare ça, vraiment. J'ai l'impression qu'on va faire du full fan service, donc on va te donner des trucs que tu as envie de voir, machin, j'en parlerai après, mais en même temps, on va revenir un peu aux racines du personnage de Peter Parker, de Spider-Man, donc ça, c'était cool. Après, si je devais faire une petite critique négative par rapport à ce film, c'est vraiment, bon là j'y connais rien mais je vais le dire parce que j'ai rematé les Spider-Man de Sam Raimi il y a pas longtemps. Et je suis désolé, niveau mise en scène, franchement les Spider-Man là du MCU, même tous les films du MCU en fait, niveau mise en scène, ils sont éclatés au sol. Putain, il n'y a pas le plan, il y a pas les plans iconiques. Il n'y a pas le plan iconique du héros, il y a un truc visuellement qui est pas attrayant quoi. Alors c'est joli, les effets spéciaux sont bien faits et tout, mais il n'y a pas le plan où tu fais waouh, ça déchire sa mère, tu vois. Il n'y a pas ça dans le visuel, et je trouve ça dommage. Franchement, je t'invite, re-regarde les Spider-Man de Sam Raimi. Visuellement, il y a vraiment des idées de ouf, tu vois. Chaque plan, il y a un truc, tu vois. Même The Amazing Spider-Man, j'ai un peu moins aimé The Amazing Spider-Man, même si le personnage était cool. Mais il y avait des idées. Là, franchement, c'est juste, vas-y, on filme ce qu'on doit filmer, et puis nique ta race. Je trouve que quand même, malgré ça, visuellement, ça manquait un peu d'âme, je trouve. Mais à part ça, le film est bien, et il n'est pas dans un ton MCU. Dans le sens où, gros problème du MCU, ça tout le monde est d'accord avec ça, c'est MCU, c'est moment d'émotion désamorcé par une blague. Là, pas trop. Il y a des vrais moments d'émotion, des vrais moments de doute, des vrais moments de drame, et c'est pas juste, vas-y, on fait une petite blague derrière. Non, c'est... Voilà, t'es pas Tony Stark, t'es pas machin, t'es Peter Parker, donc quand un truc, il te touche, t'es à terre, en vrai. Bon, tu fais une petite blague quand t'es en Spider-Man quand même, parce que... Mais voilà... Mais là, ça marche. Là, franchement, il n'y a pas un seul moment, j'ai pas souvenir du film, après je l'ai vu qu'une fois, encore une fois, j'ai pas un seul moment en tête du film où il y a un truc dramatique, un truc vraiment sérieux, un peu sombre, et tout de suite c'est désamorcé par une vanne. Voilà, il y avait vraiment, je te dis, il y a vraiment un ton
plus Spider-Man en fait qu'avant. Mais en même temps, ça arrive à aller dans des délires un peu cosmiques, un peu multivers, tout ce que tu veux, mais en même temps, ça reste vraiment centré sur Peter Parker, dans le sens où tu sens vraiment le côté, la petite araignée du quartier, que t'avais pas dans les deux autres, je suis désolé, on en parle, mais on le voit jamais. Et là, on le voit pas trop, mais on le ressent. On ressent qu'en fait, c'est vraiment juste un gamin du Queens à qui il arrive des dingueries. On lui dit putain, il a pas de chance, tu vois. Alors que dans les autres, on disait putain, il a trop de la chance, vas-y, c'est Spider-Man, il a un putain de costume, il a des gadgets, il est pote avec Tony Stark, il va se friter avec les Avengers, trop stylé. Là, non, on a de la peine pour lui, tu vois, on est là, putain, le pauvre, les galères qu'il a et tout. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment réussi. Avec ce film, je me suis dit putain, Tom Holland, en fait, en Spider-Man, ce Peter Parker-là, je dis oui. Ceux que vous m'avez fait dans tous les autres films où il est apparu avant, j'étais pas chaud. Mais là, en plus, apparemment, ils vont repartir sur notre trilogie avec lui. Je fais, là oui. Là oui. Et j'ai même envie de dire qu'on a une espèce de soft reboot. J'en parlerai dans la partie spoiler où ils se sont dit, comme je te le disais tout à l'heure, je me répète un peu, mais je suis obligé. En fait, ils se sont dit, ouais, en fait, ce qu'on a fait, c'était pas vraiment Spider-Man. À partir de maintenant, là, c'est Spider-Man, en fait. Et si tu prends la saga dans le sens, en fait, espèce de quête initiatique pour devenir Spider-Man, ça marche. Donc finalement, elle est pas... Bon, après, les films individuellement, ils sont quand même, je les trouve quand même éclatés, mais il y a une démarche qui devient intéressante, si tu veux. C'est pas, au début, on croyait, oh, ça va devenir le nouveau Iron Man. Non, on n'est plus dans ce délire-là, en fait. Ça va devenir Spider-Man, en fait. Là, en fait, avec ce film, ça y est, c'est Spider-Man. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce film. Parce que je trouve qu'il est très réussi. Or, ça détrône toujours pas Spider-Man 2. Toujours numéro 1 dans mon cœur. Notamment, parce que, je suis désolé, je trouve que la mise en scène, à aucun moment, je me suis dit, putain, l'idée est ouf, tu vois. Alors que quand tu regardes les Spider-Man de Sam Raimi, tu dis ça tous les trois plans, t'es là, putain, il y a une idée quand même, c'est ouf. Même les bastons, hein, les bastons du film, alors elles sont très bien faites, mais il n'y a pas d'intensité, je te dis, il filme une bagarre, quoi. Alors que, encore une fois, je suis chiant, mais le combat Spidey-Doc Ock dans Spider-Man 2, mais putain, mais incroyable. Combien de fois je me suis pas repassé le DVD juste pour voir cette scène? Et je te dis, actuellement dans le MCU, il n'y a aucune scène qui peut ne serait-ce que tutoyer cette scène-là, tu vois. Et c'est pas normal. En vrai, c'est pas normal. Donc, il y a des bonnes idées, il y a des bonnes intentions. Franchement, ils ont fait le taf, globalement. Je chipote en vrai. Mais s'ils avaient fait en plus le taf niveau mise en scène, où on aurait vraiment pris plein la gueule, en mode putain, c'est dynamique, c'est vivant, il se passe des trucs, ça aurait pu être vraiment un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Là, pour le coup, en termes de geekerie, on est servi en termes de geekerie. Mais est-ce qu'en termes de cinéma, ouais, je fais genre je suis cinéphile, ce qui n'est pas le cas du tout, je trouve que ça reste quand même juste dans le côté popcorn. Voilà. C'est un peu dommage. C'est le cul entre deux chaises. Quoi qu'il en soit, je suis très curieux de voir la suite. Voilà, ça c'était pour mon avis général. À partir du prochain plan, là, on passe en mode spoiler. Oui. Bon, là, on passe en mode spoiler, je vais me lâcher. Là, on va prendre 30 secondes, là. On va prendre 30 secondes. J'ai envie de gueuler, je vais pas gueuler, là. Même si je suis tout seul chez moi, j'ai envie de gueuler. Je vais faire, les bâtards, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. J'ai envie de te dire, to be or not to be, mais putain, to be, en fait. Oui, c'est facile, c'est con. Mais moi, tu me mets Tobey Maguire qui arrive. Je fais oui. Tu me mets la petite musique de Danny Elfman derrière, je fais oui. Tu m'as eu, film. Tu m'as eu, je suis ta pute. Je suis ta pute, à partir de là, j'étais la pute du film. C'est triste à dire. Je sais, j'aime bien faire genre, ouais, non, moi je me fais pas avoir. Si, ils m'ont eu. Voilà, j'étais là, je regardais le film, j'étais en mode analyste et tout. À ce moment-là, c'était fini, j'étais une pute, j'étais là, oh, il y a Toby, putain, les bâtards, ils l'ont fait, tu vois. Alors que c'était sûr, en fait. Je veux dire, déjà, tous les leaks qu'il y a eu depuis quelques mois sont vrais. Ça devient flippant. Hollywood, là, il va falloir commencer à colmater les fuites, parce que depuis Star Wars 9, où on a eu le script 6 mois avant, là, en fait, on n'avait pas tout le script de Spider-Man, mais on avait les photos d'Andrew Garfield et Tobey Maguire. Tout le monde disait non mais c'était des fakes, c'est des montages et tout. Les mecs ils ont allé sur tous les plateaux en disant non mais c'est un fake, c'est pas nous, nanana, on n'est pas dans le film, nanana, nanana. Si, c'est tous les leaks qu'il y a eu, ils étaient vrais à 100%. C'est honteux à quel point c'était
Donc du coup, surprise, mais en même temps pas surprise, parce qu'on se disait, ouais, c'est obligé, ils vont le faire, tu vois. Ça se voyait dans les trailers qu'ils avaient effacé des trucs. Même toutes les théories comme quoi ils avaient effacé des trucs qui sont vrais. Tu vois, tu revois les plans, tu fais, bah ouais, le lézard, il se fait puncher par Andrew Garfield, en fait. Mais c'était évident. Donc oui, ils ont balancé un délire Spider-Verse en mode, vas-y, on te balance les 3 Spidey qui arrivent dans le dernier arc, dans le dernier tiers du film. Et je trouve qu'ils ont été amenés plutôt intelligemment. J'ai beaucoup aimé la scène où, bon, il y a le côté Ned qui devient un sorcier, qui est un peu bidon, mais vas-y, c'est pas grave, on laisse passer. Parce que juste après, tu m'as sorti Andrew Garfield et Tobey Maguire. Surtout Tobey, j'adore Tobey. Voilà, je suis un fan de Tobey. Il fait son petit machin, il fait, vas-y, ouvre-moi un portail pour vous trouver Peter. Et il trouve l'autre Peter, en fait. Et après, il enlève son masque, il fait, oh putain, c'est Andrew Garfield et tout. Bref, cette scène est incroyable. Mais encore une fois, elle est cool en termes de fanservice, mais en termes de mise en scène, c'est un peu plat, tu vois. C'est... Voilà, c'est l'impression, en fait, c'est bizarre ce que je veux dire, mais t'as l'impression que ça veut en faire des caisses, mais en restant sobre. C'est dommage, ils auraient pu en faire des caisses, vraiment. Pour que ça soit vraiment badass, vraiment stylé. Mais bref, passons. Donc voilà, il y a les 3 Spider-Man déjà. C'est fou, c'est fou. Voilà, c'est juste, ça s'est arrivé. Je veux dire, c'est bon, Marvel, ils se sont lâchés, ils se sont dit, vas-y, les gens, ils veulent voir ça, on va leur donner ça, bah les couilles, tu vois. Mais en même temps, c'est pas un fanservice gratuit, c'est ça que j'aime bien. Alors, c'est du fanservice facile, certes, mais pas gratuit, parce que la rencontre de Tom Holland avec les 2 autres Spidey sert l'histoire, sert le propos. En fait, les 2 Spider-Man arrivent à un moment important pour Peter Parker. De toute façon, on est dans la partie spoil, parce que Tante May se fait fumer. Cher, voilà, parce que la nouvelle Tante May, ok, il y a un petit côté hot milf de ta région, d'accord, mais à part ça, le personnage est nul à chier et il est pas intéressant, donc vas-y, bute-le, on s'en fout. Parce qu'on n'a pas eu Oncle Ben, donc fallait notre moment Oncle Ben, si tu veux. Donc il y a Tante May qui se fait fumer par le bouffon vert, et qui fait, oui, un grand pouvoir implique des grandes responsabilités, et puis elle canne, voilà, bon bref. Et donc à ce moment-là, il y a Peter Parker de Tom Holland qui est en mode, vas-y, je commence à sentir le côté obscur et tout, je comprends pas, j'étais censé être un héros, mais finalement je suis pas capable de sauver les gens que j'aime, tout ça. Il se met à douter, toi. Un vrai doute, pas juste, ah non, mais c'est chiant d'être Spider-Man, moi je profite de mes vacances pour draguer ma copine. C'est pas ça, Spider-Man, arrête tes conneries. Donc là, on revient sur des vrais trucs, genre. Là, j'avais le choix entre soit renvoyer les vilains chez eux pour qu'ils se fassent buter par les autres modes du multiverse, soit j'avais le choix de reprendre ma vie tranquille, soit j'avais le choix d'essayer de les sauver et de faire ce qui était bon, ce que j'estime juste. Voilà, là il a des vrais choix à faire, si tu veux. Et là, ces choix ont entraîné des conséquences, et donc il doit faire face aux responsabilités de ses choix, si tu veux. Donc on y est. Grand pouvoir, grande responsabilité. Et quand il est en train de vriller, qu'est-ce qui se passe? Il y a Toby qui arrive, il y a Andrew qui arrive, et puis ils lui font, tu sais, Oncle Ben, je l'ai laissé mourir, c'est de ma faute, mais tu sais, j'ai avancé dans la vie, bidule chouette, un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Andrew, il arrive, ouais, il n'a pas pu sauver Gwen, il est en train de chialer. À chaque fois, il est en train de chialer, celui d'Andrew d'ailleurs, mais c'est assez touchant. Franchement, ça marche. Et du coup, les Spider-Man, ils arrivent à un moment où Peter Parker a besoin de voir ce qu'il peut devenir, si tu veux. Et quand ils arrivent et qu'ils les voient, ils disent ouais, c'est vrai que faut pas se laisser abattre. Voilà, eux ils ont réussi à surmonter ce qui leur est arrivé. Il y a pas de raison que moi je n'arrive pas à surmonter ce qui m'arrive. Donc c'était, comme je disais au début, c'est du fan service facile, mais c'est pas gratuit. Ça a été quand même justifié dans l'histoire. Voilà, ça sert vraiment à raconter un vrai truc qui est plutôt sympa, et ça prend même le temps de développer un peu plus. Bon alors le Toby est pas spécialement développé plus que ça, parce que lui il a eu sa trilogie si tu veux, donc voilà, son histoire est un petit peu finie, mais on a quand même une espèce de conclusion pour le The Amazing Spider-Man, pour celui d'Andrew Garfield, qui sauve MJ de la même manière qu'il n'a pas pu sauver Gwen, et puis tu sens... Pareil, là, il y avait moyen d'en faire des caisses sur cette scène. Hein. J'ai été limite déçu, tu vois. Ils auraient pu faire la scène en mode, parce que genre, je vous raconte la scène, il y a MJ qui tombe de la Statue de la Liberté, il y a Tom Holland qui fonce pour aller la choper, mais il se fait balayer par le bouffon vert, et du coup, il y a Andrew Garfield qui fait non, et puis il saute, il la rattrape, tu vois, et il la sauve. Mais la scène, elle passe comme ça. Or qu'il y avait moyen de nous faire... En fait, il fallait en faire des caisses, là, en vrai. Pour vraiment, tu vas aller dans le fanservice, fais-en des caisses, fais-nous un flashback à la Naruto. Fais-nous du ralenti, mets-nous de la musique épique.
Là, non, c'est juste, il plonge, il la rattrape, il la sauve. Et puis après, il y a la scène qui est plutôt sympa où on comprend, parce que c'est du clin d'œil, où il est à moitié en train de chialer, genre, oh, je suis content, mais je suis triste parce que toi, j'ai réussi à te sauver, mais j'ai pas réussi à sauver Gwen. Quelque part, je fais une petite rédemption, mais bon, ça me rappelle que j'ai pas pu sauver ma copine. Donc, voilà, ça passe. Après, tu vois que c'est un bon acteur quand même, Andrew Garfield, parce qu'il fait tout passer par le visage, et ça, c'est plutôt cool, mais franchement, là, quitte à tout, lâcher les ballons, à faire du fanservice, faites-en des caisses. C'est dommage, tu vois. C'est dommage, ils auraient pu en faire des caisses et rendre ça incroyable. Là, ils ont juste rendu ça sympa, un peu en subtilité. Mais là, la subtilité, on s'en bat les couilles. Là. À partir du moment où tu fais venir les deux Spidey, tu pouvais te lâcher. Pourquoi vous vous êtes pas lâché là-dessus? C'est un petit peu dommage, mais la scène reste cool quand même. Après, t'as le Toby qui était vraiment là en mode vas-y, moi je suis plus vieux, j'ai l'expérience. Il a son moment où il y a le Peter Parker de Tom Holland qui pète un câble et qui essaye de planter le bouffon vert avec son spanner, et puis il arrive, il le fait calme-toi petit. Bah il lui dit rien en fait, c'est dans le visage, il fait hey. Non, tu vois, ça marche trop, ça marche trop. Là ils avaient raison de pas en faire des caisses, tu vois, juste dans le regard ça fonctionne. Mais pour le Andrew Garfield, franchement il y avait moyen de faire un truc un peu plus shonénique, un peu sympa quoi. Bref, les autres trucs du film qui sont cool, bah encore une fois, c'est les interactions avec les Sinister Six, hein, qui étaient un petit peu une arlésienne du Spider-Verse au cinéma. Sony essaie plusieurs fois de lancer le projet Sinister Six, normalement ça aurait dû se faire avec le Spider-Man de The Amazing Spider-Man, ça s'est jamais fait parce que le deuxième a bidé et qu'ils ont arrêté. Ils savaient pas trop comment le faire avec le MCU, et du coup là, hop, ils l'ont fait comme ça dans ce film. Plutôt pas mal, en vrai, y a des bonnes idées, notamment autour de Doc Ock, qui est vraiment stylé comme personnage, voilà, qui est vraiment cool. Le bouffon vert qui revient, qui est incroyable. Il y a un moment, il se frite avec Tom Holland, et tu vois que le Spider-Man de Tom Holland, il pue la merde en fait, parce que le bouffon vert, il lui défonce sa grand-mère, mais un truc de ouf. Je crois que c'est la première fois que je vois un personnage dans Marvel qui se prend une telle branlée. Je veux dire, le Spider-Man, il arrive, il lui met des patates, il sent rien, il fait blablabla, je te nique ta mère, et après je te bute ta tante, fils de pute, tu vas faire quoi? Franchement, le bouffon vert, trop méchant, trop badass, j'ai kiffé. Si, il y a une scène qui est pas mal niveau mise en scène, qui est plutôt intéressante. C'est justement quand ils sont tous réunis dans l'appart d'Happy, parce que je spoil encore une fois, vous avez vu le film, j'imagine. Et tout d'un coup, Tom Holland, il est pas bien, tu sais, il y a son Spider-Sense qui s'agite, il fait non, il y a un danger, tu vois. Et puis tu vois, ça balaye toute la pièce, il fait. Puis tout d'un coup, il se retourne, il fait tiens. Et il entoie le bouffon vert, parce qu'en fait, le bouffon vert était passé en mode. Tu sais, il était gentil. Puis là, il est passé en mode Dark Sasuke, il allait tout niquer, tu vois. Après, ça part en couille. Mais cette scène était stylée. Et puis, j'ai bien aimé les interactions entre les vilains. Qui finalement, sans ça, n'auraient peut-être jamais pu se croiser. En fait, parce que finalement, ils ont montré les incarnations classiques, j'ai envie de dire, des personnages. Donc, t'as Doc Ock qui interagit avec le bouffon vert. J'ai envie de dire le gobelin vert à chaque fois, mais non, on n'est pas au Québec. Avec le bouffon vert. Je sais même pas comment il s'appelle au Québec, en fait. Je dis ça comme ça parce que gobelin vert, ça fait traduction littérale. Il y a des vannes avec l'homme sable, Electro. Voilà, il y a une espèce de continuité qui finit un peu leur arc narratif à eux, qui est plutôt sympathique. Voilà, tu sens que vas-y, en fait, les mecs, c'est ça qui est intéressant dans les méchants de Spider-Man, c'est que la plupart des méchants de Spider-Man, c'est un peu comme les méchants de Batman, sauf le Joker qui est juste un taré. D'ailleurs, le bouffon vert, c'est un peu juste un taré finalement, même s'il a le côté... non, je dis de la merde. C'est le côté, en fait, les mecs, à la base, sont pas des méchants, mais c'est des mecs qui ont été un peu lâchés par la vie, si tu veux, et qu'à un moment donné, ont vrillé, quoi. Ils se disent, bah finalement... le meilleur moyen de les aider, ces mecs-là, c'est pas de leur péter la gueule, les mettre en prison, c'est essayer de régler leurs problèmes. Et donc ce Spider-Man-là, il fait ce que les autres n'ont jamais pu faire dans leur film, parce que même s'ils ont essayé de tout leur cœur de sauver les gens, ça s'est toujours mal terminé. Si tu veux. Là, il essaye, il réussit à peu près à tous les sauver, mais après ça pose des problèmes quand même, on se pose des questions, parce que s'il les a sauvés et qu'il les renvoie dans leur timeline au moment où ils sont censés se faire tuer, il se passe quoi? Ça crée des timelines parallèles, encore une fois? Donc c'est pour ça qu'il va y avoir le bordel avec Doctor Strange et le multiverse après. Donc c'est chelou. Bon bref, l'autre truc que je kiffais, j'en ai déjà parlé dans la partie non spoil, c'est vraiment le côté soft reboot de Peter Parker. En fait, cette histoire est certainement très inspirée d'une saga de Spider-Man qui est sortie un peu après Civil War dans les comics,
qui a fait pas mal polémique. Je parle bien sûr de la saga One More Day. Alors les fans de comics et de Spider-Man en particulier se souviendront de cette histoire, je te la raconte vite fait. C'est que pendant Civil War de comics, qui est 10 fois mieux que dans le MCU, Iron Man, il se fait pote avec Spider-Man et il convainc Peter Parker de dévoiler au monde qu'il est Spider-Man pour encourager les autres héros à rejoindre l'espèce de Patriot Act, là, je sais pas comment vous appelez ça, le fait que les héros devaient s'enregistrer auprès du gouvernement et devenaient des fonctionnaires du gouvernement, les super-héros, voilà, bref. Et donc Peter Parker a été le premier, officiellement, super-héros à adopter, à rejoindre ce truc-là, à devenir le premier super-héros officiel, si tu veux. Et donc il s'est démasqué, conférence de presse et tout, mais à l'époque c'était pas grave parce qu'en fait lui il était installé dans la tour des Avengers et tout avec sa femme, avec sa tante May. Et le problème c'est qu'à un moment donné Peter Parker n'était plus d'accord avec Tony Stark, du coup ils se sont un peu chiffonnés et Spider-Man est passé dans le camp de Captain America. Et donc, en passant dans le camp de Captain America, Spider-Man a perdu, et Peter Parker du coup, a perdu tous ses privilèges. C'est-à-dire qu'en fait, il retourne à sa vie de galérien, mais tout le monde sait, et y compris ses ennemis, et surtout ses ennemis, qu'il est Peter Parker. Donc, qu'est-ce qu'il fait le caïd quand il voit ça? Il engage un tireur d'élite qui est censé le fumer pendant qu'il est chez lui avec sa grand-mère, avec sa tante. Sauf que c'est sa tante qui prend la balle. Et du coup, Peter Parker, il est en train de déprimer, il fait non, ma grand-mère qui a 90 ans est morte, elle a pris une balle à cause de moi et tout, Il va voir Tony Stark, il fait vas-y, paye ses soins, bâtard, tu me dois bien ça, il fait d'accord, je vais lui payer ses soins. Mais les médecins ils font ouais, mais elle va pas passer la nuit et tout, donc il cherche des solutions partout. Peter Parker, il va voir Doctor Strange à un moment donné, il fait vas-y, tu peux pas soigner ma tante et tout, tu peux pas faire quelque chose, remonter le temps ou quelque chose. Il fait non, je peux pas et tout, laisse tomber. Et puis Peter Parker, il utilise un peu la magie quand même, et puis il fait tout un bail, et puis Doctor Strange le ramène, il fait non mais arrête, il essaye de le raisonner, tu vois. Et dans cette histoire, à la fin, il y a Mephisto qui arrive, c'est-à-dire l'espèce d'incarnation du diable, et qui fait bon, on passe un pacte. Je fais oublier au monde entier que Spider-Man égale Peter Parker, et en échange, tu me donnes ton mariage. C'est-à-dire que ton mariage avec Mary Jane n'a jamais eu lieu, t'es un connard célibataire comme avant, voilà, et puis je réécris la ligne de réalité, et voilà. Et c'est ce qui se passe, finalement. Et donc les gens avaient gueulé à cette époque, et à raison, parce que genre, c'est quoi ce reboot de merde, alors qu'il y avait un truc intéressant, un énième relaunch qui s'assume pas de Spider-Man à l'époque. Ça avait gueulé, je le comprends, comme je le disais. Et là, ils ont fait un peu pareil, en étant un peu moins scandaleux, même si, est-ce qu'on n'est pas un peu trop dans le délire comics, parce que ça fait quand même plein d'interrogations. C'est-à-dire qu'à la fin du film, comme tu as vu le film, on a la partie spoil, Peter Parker demande à Doctor Strange, vas-y, fais oublier aux gens que Peter Parker existe. Qui connaissent Peter Parker, du Spider-Man, tout le monde s'en souvient, mais Peter Parker, personne ne sait qui c'est, Peter Parker. Et du coup, hop, il fait bon d'accord, ça va régler le problème, mais bon, on dit adieu à tes potes parce que tu les reverras plus, parce qu'ils vont t'oublier. Donc tout ce que tu as vécu avec eux, ça n'existera plus. Ok, donc il fait un sacrifice, genre un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, donc il assume tout seul les conneries qu'il a faites, son rôle de héros, voilà, il assume. Il dit ok, vas-y, efface tout. Docteur Strange, j'efface tout. Bon, ça fait poser plein de questions. Déjà, le gars est passé à la télé en boucle pendant des mois. Il y a des vidéos, il y a des articles, il y a des reportages. Les gens n'ont pas internet. Il va se passer quoi si genre ça se passe l'été, ça se passe au mois de janvier, on va dire. Je veux voir le journal du 13 janvier où on parle que de Spider-Man. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on sait pas en fait. Donc c'est très chelou cette histoire de on a effacé la mémoire de tout le monde parce que tu peux tomber sur des preuves quoi. C'est très bizarre. Mais bon, passons. Mais c'est intéressant parce qu'à la fin, là on a, c'est parce que ça je disais au début, là on a un retour au vrai Peter Parker, c'est-à-dire le gars il est prêt à faire des sacrifices pour faire ce qui est juste, pas pour faire plaisir à Tony Stark, pas pour montrer qu'il est digne héritier de Tony Stark ou quoi que ce soit, ou qu'il mérite de porter un costume, non, pour montrer, vas-y, c'est ça être Spider-Man en réalité. Être Spider-Man c'est un grand pouvoir, implique des grandes responsabilités, j'ai un grand pouvoir, donc j'assume la responsabilité, je suis capable d'encaisser les sacrifices. Donc je vais perdre ma copine, on venait de se mettre ensemble, je vais perdre mon meilleur ami. De toute façon ma tante elle est déjà morte, mon oncle Ben, je sais même pas s'il a vraiment existé, il est pas là, Happy m'a oublié, tout le monde m'a oublié, bon les gens sont de Spider-Man mais pas de Peter Parker, je deviens un random. J'arrête de vivre dans un petit appart un peu stylé, je vais vivre dans un taudis avec, on entend le clin d'œil, le proprio qui fait hey, loyer, tu vois, donc stylé. Je me refais un costume en lycra spandex dégueulasse que j'ai fait tout seul avec ma vieille machine de merde. Je redeviens un galérien.
Et j'oublie la technologie Stark, tous les avantages que j'avais. Et là, j'embrasse vraiment la véritable voie de Spider-Man. C'est-à-dire, je vais galérer, je vais en chier, mais je vais faire ce qui est juste. C'est ça, être un héros, bordel. Je m'attendais presque à la fin, tellement ça fait vraiment Spider-Man, à la petite voix off. Parce que même dans The Amazing Spider-Man, t'avais la petite voix off, il me semble. Que je les ai vus qu'une fois ou deux, ces films-là. T'avais toujours la petite voix off de Peter Parker qui disait « Ouais, je suis Spider-Man », tu vois. Là, il manquait un peu ça. Il n'y avait pas non plus le plan sur le drapeau américain, ça aurait été stylé, mais ils l'ont pas fait. Donc voilà, on revient vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est un espèce de soft reboot. C'est-à-dire que le MCU autour, a priori, n'a pas bougé. Tous les événements qui ont eu lieu et ont toujours lieu. Sauf que les gens ont juste oublié qui est Spider-Man. Voilà, du coup, Peter Parker peut repartir à zéro, faire un nouveau départ. C'est-à-dire qu'à partir de ce film-là, Peter Parker est Spider-Man. Avant, c'était un apprenti super-héros. Maintenant, là, c'est bon, c'est Spider-Man. Et j'espère que dans les prochains, on le verra un peu sauver les gens. Parce que là, on le voit jamais sauver les gens de la rue, les gens du quotidien. Parce que c'est ça, à la base, Spider-Man. Et dans les autres films Spider-Man, tu voyais ça avant tout. Donc ça sera intéressant de revenir un peu à ça. Puis même son costume, c'est un mélange entre le costume d'Andrew Garfield, le costume de Tobey Maguire, et en même temps, il y a un petit côté vraiment comics avec les couleurs bien flashy, un petit côté John Romita Jr. de la grande époque. Ceux qui connaissent les comics sauront de quoi je veux parler. Voilà, c'est bon, on n'a pas le Spider-Man avec 120 000 costumes, c'est bon, il met son petit costume qu'il doit raccommoder le soir chez lui parce que c'est un crevard. On a enfin du Spider-Man. Il y a une scène qui est très cool, qui est très réussie pour le coup, qui était toute en sobriété. Et pour le coup, là je le mets au crédit du film, c'est quand il se prépare à aller revoir MJ et son pote. Et puis quand il voit MJ, il voit qu'ils sont heureux, qu'ils s'entendent bien. Et il va pour dire qui il est. Et à un moment, elle enlève sa mèche, il voit qu'elle a un pansement. Il fait putain, ouais, mais si je lui dis ça, elle va encore être blessée. Il se dit dans sa tête, ils le disent pas, mais tu comprends. Elle va encore être blessée, je vais la mettre en danger. Je fais non. Je suis Spider-Man, vas-y, demande mon café, je me casse. Tu vois. Le sacrifice ultime. Donc le gars maintenant c'est vraiment un mec solitaire, personne sait qu'il existe, et il va quand même sauver le monde. Je trouve ça génial. Franchement j'ai trouvé ce rattrapage très astucieux. J'ai presque envie de dire que finalement quand tu le vois à côté des deux autres Peter Parker, tu te rendais compte à quel point il était minable celui-là. Mais maintenant là, dans les studios, le dernier quart d'heure du film, j'ai vraiment vu Peter Parker. Je fais là, oui, mais oui c'est ça qu'il faut faire. Donc très très bien, et comme ils ont annoncé qu'il allait partir sur une nouvelle trilogie, or ça sent le Miles Morales dans pas longtemps. Hein, tant mieux d'ailleurs, le côté, vas-y, maintenant je suis un peu le mentor, pourquoi pas, mais on part vraiment sur du vrai Spider-Man from the hood. C'est ça qu'on veut, on veut le mec qui est collé à la rue, c'est pas qu'il va dans l'espace avec les Avengers, même si c'est très stylé. Quand tu le vois voir friter Thanos avec les Avengers, ou quand il a son costume Iron Spider, c'est très stylé. Mais c'est pas Spider-Man. Spider-Man, c'est la street zère. C'est ça qu'on veut voir. Je veux qu'il arrête des braquages, je veux qu'il arrête des toxicos, je veux qu'il fasse des trucs qui sauvent la veuve et l'orphelin, quoi. Parce que là, on l'a jamais vu sauver la femme. Enfin, bon, ok, il a sauvé la moitié de l'univers, il a participé. Alors voilà, ça manque le côté. Parce que dans les comics, il y a un moment donné, Peter Parker refuse, avant les New Avengers, de faire partie des Avengers. Parce qu'il se dit non mais moi vos trucs dans l'espace, affronter des Thanos et des Fatalistes, c'est pas mon truc. Moi je sauve le mec lambda, je sauve comment on dit, je sauve le badaud, je sauve la veuve orphelin, je sauve la rue. C'est pas mon délire. Voilà, gérer ça. J'ai déjà assez de problèmes dans ma vie. Je vais sauver l'homme du quotidien. Vas-y, allez sauver le cosmos si vous voulez. Moi c'est pas mon délire. Je veux pas être là-dedans. Donc là on revient à ça et c'est très cool. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter sur ce film? Je vais pas reprendre toutes les scènes, mais tout ce que je peux dire, c'est que là, on a vraiment un Spider-Man. Et franchement, c'est l'idée de faire un soft reboot est audacieuse, est très risquée, mais pour le coup, c'est plutôt très bien fait, je trouve. Pertinent, c'est fait avec subtilité, avec pertinence. Voilà, là, à partir de maintenant, je suis hypé pour le prochain. Ce qui n'était pas le cas des autres. Hein. Les autres, j'en avais rien à foutre. J'ai l'impression de regarder un téléfilm M6 avec un peu plus de budget. J'en avais rien à foutre. Là, les prochains, je suis très curieux de voir ça. Et si nous mettent un petit Miles Morales derrière, ça va être encore mieux. Vas-y. Bon, par contre, la question c'est qu'est-ce que vous allez mettre comme méchant? Ça, c'est la question, parce que là, vous avez niqué une bonne partie du roster des méchants de Spider-Man. Bon, il y en a plein des méchants de Spider-Man, mais les plus emblématiques sont déjà passés, si tu veux. À moins que tu nous ressors des variants d'Octopus, du gobelin vert. Pourquoi je dis gobelin vert à chaque fois dans ma tête, ça fait gobelin vert. Ça risque d'être un peu relou. Qu'est-ce qui reste? Le vautour, on l'a déjà fait. Il y a Morbius, mais apparemment, c'est pas le même univers, Morbius, a priori.
Il y a Venom, ouais, il faut que je parle de la scène post-générique où tu vois Venom, qui fait suite à la scène post-générique de Venom 2, que j'ai pas vu parce qu'apparemment c'est une merde et que je comptais pas le voir de toute façon, qui sert à rien, il est juste... Parce que même en fait, on va reparler de cette scène avec Venom, c'est une grosse incohérence. Parce que le sort de Doctor Strange fait venir toutes les personnes du multiverse qui savent que Peter Parker est Spider-Man. D'où Eddie Brock de l'univers de Venom connaît Peter Parker, c'est que Peter Parker est Spider-Man. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir expliquer cette incohérence, parce que c'est très très chelou quand même. Mais passons, peut-être qu'on va avoir un Venom du MCU. Pourquoi pas, ça fera un petit peu redite, je trouve, ça ferait très bizarre. Bon, peut-être qu'ils vont certainement faire un Eddie Brock des films Sony versus le Spider-Man de Marvel. Je ne sais pas, on verra bien. Enfin bref, donc qu'est-ce qu'ils vont mettre comme méchant après dans la suite? Franchement, j'en vois pas beaucoup. Hein. Si, il y a Kraven. Mais franchement, Kraven à côté d'un Doc Ock ou d'un... Pas ouf, Kraven, quoi. Moi, je n'ai jamais été gros fan de Kraven. C'est juste un chasseur un peu bodybuildé. Pas ouf. Tu veux mettre qui comme méchant, en fait? Il y en a plein, hein, des méchants de Spider-Man. Mais là, le Caïd, il est déjà dans d'autres trucs. Hammerhead, il pue la merde, Hammerhead. C'est un mec avec une tête en métal. C'est nul. Mr. Négative, peut-être, je ne sais pas. Même s'il est assez récent, ce méchant-là. Mais enfin, bref. Dans tous les cas... c'était une vraie réussite et je suis hypé de voir la suite. En fait, le MCU, là, rien que le Spider-Man, me re-hype pour la suite. Ce qui n'était pas le cas d'Endgame, qui me hypait pas plus que ça, parce que je me suis dit, vas-y, c'est la fin, c'est bon, c'est fini, quoi. Il n'y a plus Captain America, et puis Iron Man, il y a quasiment plus Thor. Les têtes d'affiche sont parties, vas-y, Osef, tu vois. Mais là, avec Spider-Man, je me dis, allez, pourquoi pas, là j'ai retrouvé un peu la passion là je sais que je vais me prendre une cartouche à un moment donné, mais je suis là, ouais, j'y crois. Là franchement je suis curieux de voir la suite. Alors ça sera pas avant 2-3 ans, j'imagine, le prochain film Spider-Man, mais voilà. Après il y a Spider-Verse, film d'animation qui va sortir. Est-ce qu'il va avoir un lien, quelque chose? Ça pourrait être cool, on verra bien. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas d'autre grand chose à dire là tout de suite. Bref, tout ça pour dire que... Pardon. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ce film. Il n'est pas parfait à bien des égards, hein. Il y a des facilités, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé les intentions, j'ai beaucoup aimé le délire, qu'ils ont assumé le délire quasiment jusqu'au bout. Voilà, c'était chouette. J'ai kiffé. Et vivement la suite de Spider-Man, je suis de nouveau re-hypé. Bon, juste essayer de faire un effort de mise en scène pour faire des trucs un peu plus stylés. Re-regarder les films de Sam Raimi, parce que franchement, ils sont incroyables. C'est tout. Moi, je veux revoir de la mise en scène comme ça, qui est vraiment un bonbon à regarder, quoi. Tu peux couper le son, tu t'en fous des dialogues, tu kiffes le film parce que c'est beau, tu vois. Pareil, le prochain Doctor Strange, Sam Raimi, justement. Donc là, Raimi fait pas le con. Sors-nous des dingueries, là. Je veux retrouver cette sensation super-héroïque un peu cartoony, un peu kitsch, mais stylé. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Cette fois-ci, je laisse le soin de me dire ce que tu as pensé de ce film dans les commentaires, de mettre un pouce bleu, de t'abonner. Et puis, n'hésite pas à rejoindre notre chaîne TikTok. Ouais, on a ouvert un TikTok qui s'appelle Spatule Bro. Le lien est dans la description parce que TikTok, c'est l'avenir du futur. Et puis, c'est tout. Allez, que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?